Bien, eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis une nouvelle fois de vous accueillir aujourd'hui sur Clubhouse et sur Zoom. Il est 18h30 et nous sommes à notre réunion maintenant quotidien, puisque nous allons prendre l'habitude jour après jour de vous proposer, de vous présenter des nouveaux conférenciers, des nouveaux sujets. Avec Eric et Christian, nous sommes en train de vous concocter des programmes plus alléchants les uns que les autres. Alors, cette room est donc organisée par les speakers.com et l'AFCP, Association française des conférenciers professionnels, deux domaines qui sont représentés aujourd'hui par Éric Blot et Philippe Boulanger, qui, pour l'un, les speakers.com a pour rôle, bien sûr, d'accompagner et de mettre en relation les conférenciers, les maîtres de cérémonie avec les organisateurs d'événements. Et quant à l'AFCP, eh bien, travailler à fédérer cette communauté de conférenciers et de MC, et notamment de les aider à se professionnaliser et à provoquer de nouvelles opportunités. Alors des opportunités, eh bien aujourd'hui Guy en a saisi une, celle de pouvoir être avec nous. Alors Guy, dans quelques instants on va te donner la parole et surtout je vais te présenter. Mais avant je voudrais, comme on le fait traditionnellement, ça y est, on est déjà en train de prendre nos habitudes, donner la parole à Eric et à Philippe pour dire un petit mot d'introduction. Eric. Alors attention, t'as vu, hier dans la room, on a appris qu'il fallait pas trop se créer d'habitude, hein, que ça rendait pas très heureux, que le cerveau aimait bien ce qui bougeait, hein, qu'il aimait bien ça en termes de motivation, et que ça remontait à l'âge. Eric. Alors bah oui, les speakers, comme tu l'as bien présenté, les speakers, c'est une plateforme de conférenciers. Donc on est un speaker bureau, c'est comme ça que disent les anglo-saxons. Je suis donc agent de conférencier. Donc si vous voulez avoir Guy dans votre événement pour la rentrée, pour motiver vos forces vives, les managers et les commerciaux, bah, vous n'aurez qu'à m'appeler et je ferai en sorte que vos agendas concordent et puis que tout ça se passe pour le mieux. Parfait, Eric. Mais tu vas voir que Guy va nous aider à créer des nouvelles connexions neuronales aujourd'hui. On ne va pas s'inscrire longtemps dans l'habitude. Philippe, Philippe Boulanger, est-ce qu'également tu peux nous dire un petit mot au titre de l'AFCP? Alors oui, bien sûr. Donc, je représente l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, dont Guy est un des membres éminents d'ailleurs. L'Association française des conférenciers professionnels a pour vocation d'augmenter le chiffre d'affaires des conférenciers dans l'industrie de la conférence. Donc en fait, on veut avoir des conférenciers qui soient au top, de manière à ce qu'on ait des clients qui soient absolument satisfaits, qui soient aussi au top. Donc notre but, c'est de faire progresser les conférenciers, c'est de les faire évoluer et de les faire aussi s'adapter aux nouvelles méthodes, nouvelles technologies, meilleures pratiques. Et pour ça, on est accompagné dans le reste du monde par l'ensemble des associations de conférenciers professionnels qui sont aujourd'hui, on est 18 associations dans le monde entier, hein, et on s'échange nos meilleures pratiques de manière à ce que justement on puisse continuer à progresser tous ensemble. Cette possibilité effectivement nous permet d'être connectés avec des conférenciers du monde entier. Et d'ailleurs, on va avoir un événement le 4 et le 5 juin qui s'appelle Elevate en France, dans lequel on va avoir 2 journées. Une journée qui va être dédiée aux conférenciers français, donc ce sera le 4 juin, le 4 mai. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 4 juin ou 4 mai? Non, c'est 4 Le juin. 4 juin, c'est bien le 4 juin. C'est bien le 4 juin. 4 mai, c'est Retour vers le futur. Donc, Vers le passé même. voilà. Et ouais, retour dans le passé. Et donc le 5 juin, ce sont des conférenciers internationaux qui sont dans d'autres pays qui feront principalement des conférences. Donc en fait, on aura la possibilité pour toutes les personnes qui sont intéressées de venir voir comment des conférenciers qui parlent anglais, mais qui seront sous-titrés en français pour l'occasion, hein, puisque tout le monde ne parle pas anglais, peuvent contribuer à la progression de nos conférenciers français. Alors conférenciers ou toutes les personnes, bien évidemment, qui doivent prendre la parole en public, puisque ça peut leur servir aussi. Donc voilà, la FCP, c'est ça, hein, c'est un lieu de rencontre pour les personnes qui prennent la parole en public et qui veulent progresser dans ce domaine-là.
Merci Philippe. Eh bien, bienvenue à tous. Je vois qu'au fur et à mesure, on nous rejoint et notamment Sabine. Justement, on parlait d'Elevate, donc ça tombe bien puisque c'est Sabine qui coordonne et pilote aujourd'hui au sein de la FCP Elevate. Donc, événement à ne pas manquer effectivement avec un programme très, très riche. Alors aujourd'hui, cette room est consacrée à la présentation, si on peut dire. En tout cas, on va échanger autour de la relation client. Jusqu'où peut-elle aller avec Guy Burghardt. Et sans doute, je vois que plusieurs d'entre vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez voir que aujourd'hui, nous allons partager un moment avec un personnage atypique, authentique, dynamique, plein d'humour, mais ça, vous vous en rendrez compte évidemment durant l'heure que nous allons passer ensemble, heure qui probablement d'ailleurs durera sûrement 1 heure et demie. Alors, il est l'homme qui fait des trucs de folie. C'est comme ça que on le caractérise en général. C'est l'homme aux 3 I. Alors, on a reçu il y a quelque temps dans une de nos rooms une jeune femme, Juliette Lepage, dont on disait qu'elle est triple A. Eh bien, Guy, lui, il est 3 I. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est imprévisible, il est ingérable et il est insupportable. Alors avec nous, pas trop, ça on s'en rendra pas vraiment compte. Guy, c'est un parcours incroyable puisque tu as été comédien en Californie, puis journaliste et photographe. Alors pas n'importe où, puisque tu as suivi les plus grandes vedettes durant leur tournée. Tu travaillais pour le magazine Salut les copains et Paris Match, notamment dans les années 70-80. Et puis ensuite, alors là, tu as complètement changé d'univers puisque tu as rejoint l'univers des supermarchés. Alors par la petite porte au départ, pour en sortir il y a peu par la grande porte, celle d'être PDG en cédant un groupe Carrefour avec un chiffre d'affaires quand même de 24 millions, donc ce n'est pas rien, et 200 personnes. Dans ta carrière, tu as aussi eu l'occasion de former plus de 2000 personnes, et notamment des managers et des directeurs. Et surtout, ce qui te caractérise, c'est que tu es passionné par la relation client et le management. Tu as créé, racheté et dirigé plusieurs entreprises avec succès pendant plus de 20 ans, dont certaines d'ailleurs que tu as remis sur pied alors que tout semblait plutôt désespéré. Et c'est de ça dont tu vas aussi nous parler dans la relation client. Alors, tu t'inspires de tes expériences, de ta propre réussite pour provoquer le réveil, une secousse, une prise de conscience et surtout pousser à l'action les dirigeants durant les conférences que tu peux faire à destination des entreprises. Et puis, tu es allé plus loin puisque tu as même compilé une centaine de conseils dans ton livre, Le service client pour tous. On aura l'occasion d'en parler un petit peu puisque le but, c'était de nous citer des exemples concrets, de se servir de cette expérience pour nous permettre, nous aussi, d'intégrer cette relation client au cœur de notre mode de fonctionnement. Donc, je m'adresse à vous tous et si vous n'avez pas d'idée, eh bien, je pense que vous allez repartir avec des anecdotes plutôt inspirantes, à mon avis. Alors, on les suivra pas toutes, parce que vous verrez que certaines sont peut-être particulières. En tout cas, Guy aime partager ses recettes de management et de service client et avec un ingrédient majeur pour lui, ce sont les valeurs humaines. Quel parcours, Guy! Et encore, je m'arrête là, mais j'aurais pu citer que tu as été diacre, que tu t'es engagé dans des associations. Enfin, bref, on va s'arrêter là pour le moment. Et surtout, Guy, j'aimerais que je vais donner la parole tout de suite. Tu peux ajouter quelque chose si tu veux à cette présentation, mais directement, moi, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu es l'expert en relations clients. Et pourtant, il y a un terme qui t'agace, c'est le terme service client. Alors, c'est vrai ça? Alors, service client, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire. Et puis surtout, dans le service client, il y a de plus en plus de services clients automatisés, comme les chatbots. Et alors, les chatbots, ça marche pas du tout. Alors, il y a des moments où, quand on voit certaines présentations, c'est bien. Quand on appelle après sur des chatbots ou sur des trucs automatisés, on appuie sur des boutons, on n'a personne au bout du fil, on a un gros problème à solutionner et rien ne se passe. Donc, le bon service client, c'est grâce à des produits qui fonctionnent bien, mais je pense que tant qu'on ne laissera pas l'humain au cœur de ce problème, on n'y arrive pas. Donc, ce qui m'énerve surtout, c'est pas tellement le terme service client, c'est aussi certains services clients. Mais moi, ce qui me fait disjoncter, par exemple, c'est les procédures. Ça, c'est un truc qui me fait péter un câble quand on me répond dans une entreprise. Non, on peut rien faire pour vous parce que c'est les procédures ou c'est les ordres de la direction. C'est juste insupportable.
c'est très agressif en fait. Ça veut dire on en a rien à foutre de votre demande. Hein, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. C'est même pas la peine de discuter. Et quand on me répond ce genre de choses, ça immédiatement ça fait monter en moi la température. Alors pourquoi les entreprises donnent ce genre de réponse? Ben parce qu'en fait ils savent pas quoi faire, ou alors ils ne veulent rien faire parce que ils n'ont aucune compétence, ils n'ont pas été formés, alors ils savent pas. Ou alors encore, il se passe quelque chose de quelquefois grave, c'est que en fait l'entreprise elle-même ne se rend absolument pas compte de l'importance du client dans l'entreprise. Alors service client, ça m'agace un petit peu quelquefois parce qu'à chaque fois que je rencontre une entreprise et que je donne une conférence, j'écoute et à chaque fois j'entends parler de satisfaction client. La satisfaction client, mes amis, c'est le minimum syndical. C'est le minimum. C'est-à-dire, j'entre dans un restaurant, je mange, je paye, je suis satisfait. C'est le minimum. C'est pas avec ça qu'on fait fonctionner une entreprise. Là où je verrai un changement, c'est quand je verrai des présentations à l'américaine où on parlera d'enchantement client, d'émerveillement client, mais pas de satisfaction client. Satisfaction client, c'est rien du tout. Et malheureusement, et j'en terminerai là, je me rends compte que en France, en Belgique, au Luxembourg, ce sont des pays où principalement je donne des conférences. Eh bien, le service client, il est globalement catastrophique dans de nombreuses entreprises. Et on est vraiment très très loin, très très loin du standard américain, quoi. Ah, écoutez, je suis allé aux États-Unis il y a quelque temps avant la pandémie. J'ai acheté un produit, ça fonctionnait pas. Au bout de 15 jours, il marchait pas. Et j'ai dit à ma belle-fille, écoute, j'ai acheté ce haut-parleur, il fonctionne pas, je suis pas content. Elle m'a dit, mais ramène-le. Quoi? J'ai dit, mais je peux pas le ramener, j'ai pas le ticket de caisse, j'ai pas l'emballage, j'ai plus rien. Elle m'a dit, mais ramène-le, dis-leur que t'es pas content. J'ai dit, mais non, attends, mais non, c'est pas possible, je peux pas le ramener. Ils vont se moquer de moi, ils vont me dire, foutez le camp, vous n'avez pas la preuve que vous avez acheté chez nous. Mais elle me dit, mais ramène-le, ramène-le. Donc je prends la voiture et puis pendant que j'allais à ce supermarché, je moulinais dans ma tête, si on me dit ça, je vais dire ça, si on me dit ça, je vais dire ça. Vous savez, comme ça vous arrive tout le temps à chaque fois que vous devez discuter avec un commerçant, par exemple, qui va, vous savez, ne pas vous donner satisfaction. Et quand je suis arrivé dans ce magasin qui s'appelle Best Buy, j'ai dit, voilà, j'ai acheté ce haut-parleur, ça fait 15 jours, il marche pas. Et la personne qui était derrière la caisse m'a dit, est-ce que vous voulez être remboursé ou est-ce que vous en voulez un autre? Waouh! Waouh! En 4 secondes, elle m'a demandé ma carte de crédit, elle m'a remboursé le produit que j'avais acheté. Et j'avais même pas le cordon d'alimentation, c'est pour dire. Et alors, je rentre en Belgique et je vais à mon petit magasin chez lequel je vais régulièrement 3 fois par semaine pour acheter quelques provisions. Et là, ma femme me dit ce jour-là, écoute, tu vas acheter un paquet de café. Elle me dit le café. J'arrive à la maison et elle me dit, ah, tu t'es trompé, c'est pas le bon. Alors, je sais pas si ça vous arrive avec les différentes machines à café. On se trompe tout le temps sur les calibres, les doses, les parfums. Bref, je retourne dans ce magasin exactement 5 minutes plus tard et la fille me dit, est-ce que vous avez le ticket de caisse? Ben, j'ai dit non, j'ai pas le ticket de caisse, je suis venu il y a 5 minutes. Oui, je vous connais, je sais, vous êtes un bon client, vous avez acheté plusieurs articles, mais moi, il me faut le ticket de caisse. S'il n'y a pas le ticket de caisse, je peux pas vous rembourser. Ben voilà, tant qu'on restera dans des process aussi stupides comme on a dans certaines entreprises, on n'avancera pas et je me bats contre ça. Alors Guy, tu partages avec nous là tes expériences effectivement côté client. Moi, je vais t'inviter à partager, à passer de l'autre côté. Donc, tu as évolué dans l'univers de la grande distribution pendant de nombreuses années. Alors, c'est assez particulier parce que justement, c'est quand même un environnement assez spécifique, plutôt convenu. Et d'ailleurs, lorsque c'est convenu, en général, toi, tu fuis. Écouter les conseils, les comptables, etc. C'est pas franchement ton truc. Et pourtant, tu as performé dans ce domaine. Alors, comment tu l'expliques? Oui, en fait, quand on dit que le monde de la grande distribution, c'est un monde particulier, en fait, il est particulier comme n'importe quel monde. En fait, qu'on vende des boîtes de petits pois, des soutiens-gorge, des voitures ou des bijoux, qu'on s'appelle Boucheron, qu'on s'appelle Carrefour ou qu'on s'appelle
ou qu'on soit avocat, c'est exactement le même problème. En fait, ça change rien. Ça change rien parce que en fait, le problème, il n'est pas sur la spécificité du travail. Il est que tous ces gens qui travaillent, qu'ils soient avocats, qu'ils soient médecins, et même les curés, hein, même les curés, ils ont tous des clients. Alors un jour j'ai dit ça, il y a une personne qui m'a répondu très choquée, mais monsieur, en fait, enfin, vous comprenez, les curés, ils n'ont pas des clients, ce sont des paroissiens. Un jour j'ai dit ça à un médecin et le médecin m'a dit, ce ne sont pas des clients, ce sont des patients. C'est pareil, Coco, parce que si t'es médecin, si t'es mauvais médecin, eh ben t'auras pas de clients. Et si si tu es un bon médecin, et tu vas avoir plein de clients. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Le curé, et j'en connais, je connais des curés qui sont très mauvais. Il n'y a pas un paroissien dans leur église. Les clients s'en vont. Et je connais un pasteur extraordinaire à Paris qui est parti de Bruxelles et depuis qu'il a pris cette église protestante à Paris, eh ben l'église est pleine. Donc c'est aussi bien un curé ou un médecin ou quoi que ce soit. Parce que le vrai problème, c'est le client. Ça m'a même fait rigoler un jour parce que je déjeunais avec un curé, parce que j'habitais près de Lourdes. Ce curé, après le déjeuner, il me dit, bon, il faut que j'y aille parce que j'ai mes clients qui m'attendent. Et ça m'a fait rigoler parce que c'est vraiment vrai. Alors, quelquefois, il y a des entreprises qui me disent, vous savez, nous, c'est particulier. Je ne sais pas si c'est votre truc parce que nous, on n'est pas en B2C, on est en B2B. Ou alors on me dit, on n'est pas en B2B, on est plutôt en B2C. Mais c'est pareil. Pourquoi j'ai dit c'est pareil? Mais c'est exactement pareil. Qu'on soit en B2C ou qu'on soit en B2B, au fond, au bout du bout, on discute pas avec une entreprise. On discute avec une personne humaine, avec un client. Quand on va négocier des produits, des biens ou des services, on négocie pas avec une entreprise, on négocie avec une personne qui représente l'entreprise. Moi, quand les gens me venaient, et quand les fournisseurs venaient pour me vendre des produits, on était vraiment en B2B, ils négociaient avec moi. Mais c'était une personne humaine. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte que quel que soit son secteur d'activité, qu'on soit médecin, qu'on soit bijoutier ou autre chose, le problème, il est toujours le même. C'est le client, le client, le client. Et que ce soit une grande entreprise. Le client, Guy, mais tu ne nous donnes pas la réponse à cette question. Comment as-tu fait pour performer, toi, dans le monde de la grande distribution? Raconte-nous un peu des anecdotes de tes réussites et de ce que tu as fait. On a l'habitude de dire que tu es un peu fou dans tes actions, mais concrètement, raconte-nous un petit peu ce que tu as pu faire. Alors, en fait, le truc, c'est se concentrer sur le client. J'avais un très bon comptable que j'écoutais, et après, je faisais ce que je voulais, parce que je savais où étaient les bornes. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur le client et pas se concentrer sur ses produits. C'est là où on fait un petit peu l'erreur. Je fuyais évidemment les procédures parce que ça tue tout les procédures. Prenons un exemple et c'est on a l'occasion de mettre en place dans l'entreprise un système quelconque qui va permettre de fluidifier le trafic, d'augmenter les ventes, peu importe. Et là, vous avez en général le responsable du budget qui dit mais attendez, c'est pas dans le budget, on peut pas acheter. Alors qu'on pourrait, puisqu'on a les moyens de le faire, et ça ferait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Mais chaque année, donc, on peut être bloqué pendant 11 mois pour réparer une porte ou pour acheter un nouveau système, parce qu'en fait, c'est pas dans le budget. Et c'est ça l'erreur, je dis. Et c'est déjà ça, c'est cette partie qui est très importante, se concentrer sur le client. L'innovation, c'est capital. Et pour innover, moi, j'ai trouvé des idées sans arrêt. Alors si je suis pas le roi de l'innovation comme est Philippe Boulanger, qui lui évidemment donne des conférences extraordinaires sur l'innovation, mais on s'entend bien parce que je cherchais toujours à innover, à faire mieux. Et comment je faisais? Eh bien, je cherchais des idées chez ceux qui avaient du succès. Je cherchais des idées partout, tout le temps, quand j'étais en vacances. Prenons un exemple précis. J'étais en vacances aux Seychelles. J'arrive dans ce supermarché aux Seychelles et là, je vois que le directeur du magasin avait mis son bureau au milieu du magasin. Je me suis dit, mais il est fou ce type. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il avait ses papiers, son bureau, en plein milieu du magasin. Et puis, je me suis dit, s'il fait ça, il doit y avoir une raison. Donc, j'ai essayé de comprendre. Effectivement, en le regardant faire pendant plusieurs minutes,
je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, les clients venaient le voir et lui posaient la question et il solutionnait le problème. Aujourd'hui, c'est un drame de nos entreprises en France, en Belgique, au Luxembourg, que le directeur, au lieu d'être au milieu de ses clients, il est réfugié dans son bureau, sur son fauteuil en cuir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Je suis rentré, j'ai appelé mes directeurs, j'ai dit, vous allez plus être dans votre bureau, je vais vous installer un bureau à l'entrée du magasin, de manière à ce que tous les clients qui aient un problème puissent venir vous contacter. Alors évidemment, ils n'y étaient pas 100% du temps, mais ils passaient un bon bout de temps et ça permettait de solutionner tous les problèmes. Essayez, mesdames et messieurs, essayez dans n'importe quelle entreprise, je vous mets au défi, entrez dans une entreprise quelconque, vous avez un problème et vous dites, voilà, j'ai un problème, je voudrais voir le directeur. Vous l'aurez jamais, parce qu'on va pas déranger le directeur pour rien. Pour rien, c'est-à-dire que le client, il est rien. Et à chaque fois qu'il y a un problème, le directeur, il est pas au courant. Parce que on protège un petit peu, on protège ses fesses, parce que on veut pas qu'il y ait des problèmes. Alors Total, eh bien, le directeur est pas au courant, il solutionne pas les problèmes. Et c'est le directeur qui a la main sur qui a la main sur les décisions. Alors, ou bien il peut pas, parce qu'il n'a pas le temps, d'accord. À ce moment-là, il doit déléguer quelqu'un qui va solutionner les problèmes. Mais en fait, quand on regarde les responsables de service client dans les entreprises, leur but, bien souvent, c'est pas de vous arranger. Je dis pas tout le temps. Il y en a qui font très bien leur boulot. Mais bien souvent, c'est pas de vous arranger. C'est d'essayer de vous trouver tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas vous donner satisfaction. Et ça, je suis ahuri de ça. Et c'est tout le temps, tous les jours. Tous les jours, vous êtes enquiquinés par des mauvais services clients. Tous les jours, vous avez des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et il y a ça 3 jours, je vais chez Volkswagen pour faire un double de mes clés. Je dis, il me faut la clé avant le 30 mai. Et le gars me dit, pas de problème, je paye. Et finalement, il me donne la clé. Il me dit, la clé arrivera le 31. Je dis, c'est pas grave, remboursez-moi. Ah ben non. On peut pas vous rembourser. Je dis, c'est pas grave, vous avez qu'à me l'envoyer en France, puisque je vais aller en France. Ah ben non, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Il me dit, parce que c'est pas dans nos process. Vous vous rendez compte, si à chaque fois qu'un client avait un problème, il fallait aller à la poste, mais ça nous coûterait trop d'argent. Ils en ont rien à foutre des clients dans les entreprises. Tant que les gens continueront à agir comme ça marchera pas. Alors justement, tu vas nous amener des éléments, puisque on va pas parler service client, mais de relations clients. Pour toi, de quoi s'agit-il? Évidemment, on dépasse, comme tu disais, le minimum syndical tout à l'heure, le bonjour, merci, au revoir, tout ce qui est conventionnel. Donc, la vision de Guy Burgard sur la relation client, quelle est-elle? La vision que j'ai de la relation client, en fait, elle est extrêmement simple. C'est de se rendre compte déjà que la relation client, le plus important, c'est que c'est déjà pour vous. Les gens n'en prennent pas conscience. La relation client, c'est pour soi-même. C'est-à-dire que quand on a un business, quel qu'il soit, qu'on soit conférencier, qu'on soit MC, qu'on soit boucher, qu'on soit avocat, la première chose, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que si on a une excellente relation client, mais la vie est géniale. On a des clients qui vous remercient toute la journée, on est le roi du pétrole, notre business fonctionne bien, les gens sont heureux et il n'y a pas de problème. Et puis si on a un très bon service client, eh ben on n'a pas des procès, on n'a pas des problèmes à gérer qui coûtent une fortune à l'entreprise. Ça coûte des milliards et des milliards chaque année de traiter les problèmes des clients. Il y a des gens qui perdent leur temps à discuter dans du négatif. Ça met la tête à l'envers. Et après, on a des procès. Et puis, dans les supermarchés, on pouvait avoir au service des fraudes. On a tous les emmerdements possibles et imaginables. En fait, le service client, tant que les gens ne comprendront pas que c'est le cœur de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans client. Il n'y a pas d'entreprise sans client. Le service client, c'est le cœur de l'entreprise pour faire fonctionner l'entreprise. C'est une stratégie de conquête de parts de marché. Et oui, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. J'avais un super service client et j'ai récupéré tous les clients. J'avais les mêmes produits. J'avais les mêmes prix. J'avais les mêmes employés quand je rachetais des entreprises. Et pourtant, mon chiffre d'affaires augmentait quelquefois jusqu'à 45-50%. Et bien entendu, ça transforme une entreprise en forteresse. Pourquoi j'ai dit ça transforme une entreprise en forteresse? Pour une raison très simple, c'est que
quand vous avez un super service client, que vous êtes super bien servi, vous changez pas d'entreprise. Et le jour où vous avez un concurrent qui vient se mettre en face de vous, vous avez une telle réputation que vous perdez moins vos clients ou pas du tout même. Et puis bien entendu, ça permet d'être le meilleur sur son marché. Alors Guy, avant que l'on poursuive, je vois qu'on a Deep qui nous a rejoint et qui probablement déjà a des éléments parce que tu nous as déjà délivré beaucoup de choses. Alors je propose qu'on lui laisse la parole. Deep, vous avez une question en particulier ou vous souhaitez intervenir sur le sujet? Bonjour, merci d'avoir donné la parole. Et au début, je m'excuse parce que je suis américaine et je ne parle pas le français depuis 15 ans, donc j'espère que vous me comprenez que je parle. Welcome. Des années, donc c'est vraiment j'ai l'impression que je suis vraiment nul quand je parle français maintenant. Bon, j'ai tombé sur cette chambre par accident et j'ai écouté Guy en train de parler. Et Guy, j'ai aussi habité à Lille quand j'étais en France, donc j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un livre, ça s'appelle Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People en anglais. Et ça, c'est Dale Carnegie. Oui, c'est How to Influence People et en français, c'est Comment se faire des amis. Oui. How to Win Friends and Influence People en anglais. Et en fait, tout ce livre, c'est 40 leçons dans ce livre. C'est tout, ça te donne les gens façon de s'engager avec les autres et créer les relations avec les autres et traiter les autres personnes avec le respect et et écouter les autres en fait. Et le deuxième livre, ça s'appelle Leadership and Self-Deception, livre ici aux États-Unis, qui parle en fait que c'est important de pas juger les autres et pas juger vous-même comme aussi. Et ces deux livres, j'ai donné ces deux livres à presque tous mes clients ici, comme je suis coach. J'ai donné le même quand j'étais aussi en Europe. Et ça aide les gens beaucoup d'arrêter de faire les discussions dans leur tête parce qu'ils font tout le temps en train de discuter avec eux-mêmes et ils discutent pas avec le client. Ils s'engagent pas avec le client directement comme c'est une autre personne. Et je veux juste ajouter ça parce que c'était très intéressant de parler de d'écouter de votre frustration entre les différences de le customer service de Best Buy aussi de comment ça marche dans la petite pâtisserie en Belgique ou les autres small shops. Mais vraiment, j'ai oublié beaucoup français. I'm sorry. Merci beaucoup, Deep. Non, votre français est très bien. On a parfaitement compris et merci d'être venu justement échanger avec nous avec ces deux références de livres. Effectivement. Alors, je crois qu'on a une autre main levée, c'est celle de. Alors attends, Deep, je voudrais répondre. À ce qu'a dit Deep. Ce qu'a dit Deep est extrêmement important et extrêmement judicieux. Le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie que j'ai découvert un jour par hasard ne m'a pas du tout attiré par son titre parce que j'ai trouvé ça vraiment con. Je me suis dit c'est vraiment stupide comme titre. Et puis en ouvrant le livre, j'ai regardé, j'ai vu que c'était marqué Comment influencer les gens. Et ce bouquin c'est une bombe. Et c'est une telle bombe que je l'ai souvent conseillé lors de mes conférences jusqu'à quand j'écrive mon propre livre, parce que je voulais quand même vendre le mien. Mais ça a été mon livre de chevet pendant des années. Je l'ai acheté à tous mes directeurs. Et c'est un bouquin fabuleux qui à la fois permet d'avoir effectivement un très bon service client, permet de négocier, permet de discuter, d'argumenter. C'est absolument génial. Alors merci de nous rappeler, Deep, merci pour ton commentaire et merci de nous rappeler ces deux titres. Je te rejoins complètement, Guy. C'est un livre que je recommande aussi très très régulièrement. Et c'est vrai que à chaque fois, je reprends le titre autrement parce que je ne sais pas pourquoi ce livre a ce titre-là qui lui va pas du tout. Mais en effet, c'est un excellent bouquin. Alors il y a Christian effectivement qui souhaite prendre la parole sur Zoom. Puisque, comme vous le savez, nous avons une passerelle avec Zoom qui permet aux personnes qui n'ont pas de compte Clubhouse de pouvoir participer également avec nous. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue
bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, puisque nous sommes depuis 18h30 avec Guy Burkhardt pour échanger sur la relation client, jusqu'où peut-elle aller. Et donc, c'est une room organisée par les speakers.com et la FCP. Christian, la parole est à toi. Merci, bonsoir à tous. Tout d'abord, un petit clin d'œil pour Tom, notre ami américain. You know what, Tom? Guy is a nice guy. Et ça s'écrit pareil. C'est merveilleux, non? Guy, bravo, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Ma question pour toi est, on sait tous que ça fait du tort aux entreprises, des clients insatisfaits, et comme tu le dis si bien, on a l'impression que les entreprises passent du temps à fuir leurs clients, à mettre un certain nombre d'obstacles pour ne pas que ça remonte jusqu'à eux. Mais quand on connaît le coût d'acquisition des clients, quand on connaît ce que coûte ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire les clients qui quittent une entreprise pour aller vers une autre, il faut pas être sorti de Saint-Cyr ou de Polytechnique pour voir que ils ont plus à perdre qu'à gagner dans une mauvaise relation client. Toi qui côtoies les entreprises qui sont pas gérées que par des imbéciles, comment ils expliquent d'avoir des services clients ou des relations clients aussi défectueuses, aussi mauvaises, et quels sont les conseils que tu peux leur prodiguer? Eh bien, en fait, je pense que les entreprises ont des très mauvais services clients parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du client. Effectivement, quand on va aller chercher des nouveaux clients, ça coûte une fortune. Moi, je sais qu'à l'époque, on dépensait rien qu'en pub obligatoire, parce que c'était l'enseigne qui faisait la pub, on dépensait 100 000 euros, alors qu'il y avait des moyens de récupérer des clients simplement avec des moyens beaucoup plus simples. Je vais y revenir. Les gens n'ont pas pris en compte ça. Le service client, c'est un peu flou, on ne sait pas ce que c'est. Alors on met en route des trucs. Alors par exemple, il y a quelques jours, j'ai téléphoné à une entreprise qui m'avait commandé une conférence. J'ai mis 3 minutes et demie avant d'avoir la personne. 3 minutes et demie, mais je peux vous faire 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 minutes et demie. Et la fille me disait, mais c'est pourquoi, mais c'est comment, mais vous êtes quelle entreprise, mais qui vous a recommandé? Mais je m'en fous, passe-moi la personne. C'est pas compliqué. Et en fait, tant que on arrivera dans ce système où on fait pas passer le client en priorité, on va pas y arriver. Et ça me surprend même parce que quelquefois, je vais être très honnête. Et puis, s'il y a des clients qui sont dans la salle, ça va être rigolo. Il y a des gens qui me demandent des conférences pour le service client. Et en général, je demande toujours à assister à leur assemblée générale parce que ça me permet de comprendre l'entreprise, éventuellement de voir s'il y a un point particulier. Mais les gens qui me commandent une conférence 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, pendant 4 heures de la matinée, ils vont parler de chiffre d'affaires, ils vont parler de marge, ils vont parler éventuellement de marketing, ils vont parler de futur de l'entreprise. Ils vont parler de tout sauf de service client. Alors dans ces conditions, moi j'arrive, j'essaie de secouer le cocotier et de faire rentrer des idées dans le crâne des gens, mais si l'entreprise elle-même n'est pas axée sur les services clients comme le fait Amazon et comme l'explique si bien Philippe Boulanger dans ses conférences, puisqu'il explique dans ses conférences que Amazon fait des milliers d'essais pour les clients. Si l'entreprise ne fait rien pour son service client, ça va pas marcher tout seul. Moi, je peux arriver, mais je suis quand même pas magicien. J'essaye, mais je suis pas magicien. Donc, ça veut dire que derrière, il faut faire venir un conférencier, et puis après, il faut que ça suive. Et moi, personnellement, là où je me rends compte que je suis utile, et là, ça me fait vraiment plaisir, c'est quand je vois des commentaires ou des mails ou des remarques qui me sont faites quelquefois 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, où les gens me disent, waouh, vous nous avez beaucoup aidés. Grâce à votre conférence, on a compris certaines choses, on a fait bouger les lignes et on avance. Parfait, merci beaucoup Guy. Alors, on va évoquer plusieurs sujets ensuite et parler de ton livre notamment, puisque des livres ont été cités, tu en as écrit un aussi. Mais avant, j'ai fait monter on stage donc Hassan et Josette. Hassan, vous avez un témoignage, peut-être une question pour Guy? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité dans votre room, c'est très gentil. J'ai une question qui suivra, mais une constatation flagrante que j'aimerais partager avec vous, si vous le permettez.
J'ai grandi 30 ans à Paris et je suis maintenant au Québec et à Montréal. Et puis je vais souvent aux États-Unis et je vais souvent en Ontario du côté anglophone parce que je travaille pour une compagnie qui est aujourd'hui anglophone. Et depuis que je suis ici de l'autre côté de l'Atlantique, eh ben je travaille toujours pour une compagnie anglaise. Et c'est pas une critique, hein, mais c'est forcé de constater que quand j'étais en France avec les gros services, les grands comptes, j'avais toujours des problèmes de service client. T'es obligé de changer pour pouvoir trouver la solution, aller prendre un nouvel opérateur, aller prendre autre chose parce que tu n'avais jamais de suivi. Et de l'autre côté de l'Atlantique, depuis que je suis 10 ans, aujourd'hui, je suis là à répondre aux clients. Et quand je vois la question que vous posez, jusqu'où peut aller le service client, depuis que je suis ici, depuis 10 ans que je traite ça, ici, le mot d'ordre, c'est il ira jusqu'à la conclusion. Donc, chaque plainte client doit être prise très, 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 très au sérieux. C'est pour ça qu'on demande les coordonnées des clients en off. Il y a un service qui est dédié pour ça. On répond au client personnellement. On l'accompagne jusqu'à la résolution du problème, qu'elle soit tarifaire, qu'elle ait un coût ou qu'elle ait juste communication. Donc, je pense, parce que là, je suis c'est pas de la critique, mais j'étais dans un groupe français, que j'avais envie de parler de ça, de cette différence de culture. Pareil, j'ai tenu des restaurants à Paris, j'ai vu les touristes qui venaient de l'extérieur, qui se plaignaient du service dans le restaurant, etc., qui se plaignaient tout le temps parce que le Parisien est râleur et le Parisien est ceci. On a une super belle capitale, mais de l'autre côté, la restauration, on n'a pas l'impression d'être vu comme des clients rois, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont cette habitude-là d'être choyés. Et c'est tous ces métiers-là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui en France, et c'est la question que je vais vous poser, je ne sais pas pourquoi en France, ça fait des années qu'on est quand même partenaire, on fait beaucoup de business avec les États-Unis, on a beaucoup de monde qui habite dans les deux pays, des Français notamment, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça bloque en France pour avoir un impeccable service clientèle, une écoute, un suivi et jusqu'à la conclusion que je disais tout à l'heure, qu'elle soit tarifaire, qu'elle soit communicative ou qu'elle soit l'accompagnement au complet, quoi, jusqu'à que le client soit ravi, parce qu'un client perdu, je crois que c'est la France qui m'avait appris ça, un client perdu, c'est 100 perdus, un client gagné, c'est 10 de gagné. On a tous ça en tête et puis pourtant ça bloque et ça bloque et ça bloque. Moi-même, en France, j'ai pas le même service que j'ai aux États-Unis. Peut-être, je peux pas développer s'il y a un délit de faciès ou autre chose, hein, je sais pas. Mais c'est fort et constaté qu'à chaque fois, c'est le même problème. Alors, s'il y a des experts en service à la clientèle qui peuvent m'expliquer pourquoi il y a une telle différence, je serais ravi de l'entendre. Merci beaucoup. Eh bien, cette remarque est extrêmement intéressante. J'ai vu à Saint-Germain un restaurant très chic, hein, je crois que c'était à côté de l'atelier de Robuchon, moi, un truc très chic et très cher. Et j'ai vu un client américain qui était habillé en plein été. Hein, on était en plein été, il faisait 30 degrés à l'ombre. Il était habillé avec un polo orange Lacoste, il était habillé avec un Bermuda orange Lacoste et avec des chaussures. Et le responsable du restaurant l'a viré parce qu'il dit, monsieur, même en terrasse, on ne s'habille pas comme ça. Alors, c'est grave. Moi, quand je vois ce genre de choses, ça me met hors de moi. Je pense que c'est pas dans la culture française de servir le client. Servir le client pour un Français, c'est bien souvent se soumettre et être l'esclave d'eux. Et j'en veux pour preuve ce post complètement crétin qui circule sur le net et qui m'énerve à un plus haut point. C'est un gars qui a mis, ou on en voit même plusieurs, avec marqué un café 6 euros, un café s'il vous plaît 5 euros, un café s'il vous plaît 1 euro, un café 6 euros, un café s'il vous plaît monsieur 50 centimes. Tout ça pour dire que si vous me respectez, et souvent j'entends ce genre de réflexion, si vous me je dis on doit respecter le client, et on me répond oui mais le respect doit être mutuel. Mais d'abord tu dois t'occuper de ton client. Et puis le client il est comme il est. Moi j'avais 6 à 8 000 clients par jour. Je peux vous dire que sur les 6 à 8 000, j'avais des barjots, j'avais des gens qui étaient sous antidépresseurs, j'avais des gens qui étaient super nerveux, super pressés, j'avais des gens qui avaient bu, j'avais de tout. Alors, c'est à nous de nous adapter aux clients, mais cette mentalité, elle n'est pas en France.
J'essaye de la faire passer. J'essaye de le dire parce que il y a un gain à gagner. Mais aux États-Unis, au Québec, on fait d'abord passer quand même le chiffre d'affaires. Donc le plus important, c'est de faire en sorte de ne pas perdre son client parce qu'on perd du chiffre d'affaires. Quand on parle de 100 clients, c'est même pas 100 clients qu'on perd. C'est même plus que ça, Hassan. C'est pire que ça. Il y a quelques années, il y a un passager qui a été viré de United Airlines. Il a été viré à coup de pied dans le cul parce que ils avaient besoin de récupérer un fauteuil pour des membres des membres de United Airlines, même pas des membres d'équipage. Ils ont pris un client, ils l'ont viré, c'était un docteur. C'est passé sur tous les réseaux. On l'a vu passer en boucle, on l'a vu passer avec plein de trucs rigolos. Il y avait jusqu'à 60 pages sur Internet de ce gars qui s'est fait virer. L'entreprise, rien que pour ça, elle a perdu des milliards. Elle a perdu 1 milliard déjà en capitalisation boursière. Immédiatement, le premier jour. Et après, elle a perdu plein de clients, évidemment, qui ont trouvé ça scandaleux. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux, ça peut aller beaucoup plus loin. Je pense que tant qu'il y aura cette mentalité qu'on aura, et on l'a, on va pas la changer, c'est difficile, c'est compliqué. On voit des grandes entreprises, je pense à Decathlon, des boîtes comme ça, qui sont des grosses entreprises, ils savent mettre en route le bon service client. Mais malheureusement, les boîtes franco-françaises n'ont pas compris encore. Et ils se font bouffer. Bon, bah, Guy, tu as du travail en France, hein, je crois. Oui, je suis ravi. On t'attend, voilà, dans les entreprises pour venir changer tout ça. Josette, tu souhaites intervenir également à ton tour? Oui, je voulais apporter un témoignage avec 3 exemples très courts. Je vais commencer par le meilleur. Pourquoi je suis Apple et pas et moins, on va dire, PC, Microsoft et autres. C'est le service client. Parce que Apple, même si j'ai dépassé la période de garantie, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des ordinateurs. Eh bien, j'ai un chat et là, j'ai un technicien qui me dit mais madame, ne vous inquiétez pas, on va trouver, on va vous aider, etc., etc. Voilà. De l'autre côté, j'ai Chronopost. Chronopost, j'ai 2 colis qui arrivent d'Allemagne, etc., etc. Sauf que bon, la société allemande, elle a fait appel à Chronopost pour l'expédition. Et à partir de là, c'est la merde totale. C'est-à-dire que d'abord, soi-disant, le facteur est passé, j'ai aucun mot dans ma boîte aux lettres qui me prouve qu'il est passé. Et après, je me retrouve avec 2 kilos, dont un de 30 kilos à 25 minutes de chez moi. J'ai pas de voiture. Et là, je téléphone, ça me prend 3 jours et je décide quand même d'aller au bureau de Chronopost. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ben écoutez, c'est très embêtant parce que on a même pas retrouvé votre colis, etc. Mais bon, c'est pas nous, il faut voir. Et là, il y a la chef qui sort et qui regarde. Et ce que je voulais dire, c'est que en France, si vous tombez sur la bonne personne, c'est pas qu'elle fasse du zèle, c'est que à l'intérieur de ces sociétés qui se foutent pas mal de leurs clients, il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Et cette femme, elle est venue, elle a écouté, elle a cherché, elle a retrouvé mon colis, elle a pris mon numéro de téléphone, elle m'a dit, madame, je vous promets, demain avant 10h, je vous appelle pour vous dire à quelle heure le coursier va passer. À 10h15, j'avais un coup de fil, elle me dit, le coursier va passer à 12h30. Et il est passé à 12h30. Donc, je voulais apporter ça. La dernière chose, c'est un jour, je monte dans le bus et on a appris aux chauffeurs que il fallait leur dire bonjour. Voilà. Et si vous leur dites pas bonjour, ils sont vexés. Bon. Et il y a cette vieille dame, en plus avec la vitre, elle parle au chauffeur et elle lui pose une question. Est-ce que vous allez, bonjour madame? Elle répète 3 fois. Elle entend pas, elle comprend pas qu'il est en train de lui dire qu'il ne répondra pas tant qu'elle n'a pas dit bonjour. Et là, bien évidemment, le sang m'est monté à la tête et j'ai traité ce chauffeur de bourrin, quoi. Donc voilà, c'est pour dire que vraiment en France, le service client, ça va dépendre de l'employé qui va être avec qui vous allez être en relation, parce que jamais vous n'aurez effectivement, comme l'a dit, le responsable en personne. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel dans la restauration. Le plat est infect, etc. Le gars refuse
Je lui dis mais c'est pas du pavé, c'est pas du pavé. Et il me dit si c'est du pavé, etc., etc. Et je lui dis que je ne le payerai pas. Donc évidemment il me dit que c'est pas possible. Et, et je lui laisse le plat sur la table et je sors et je m'entends dire une grosse insulte, etc., etc. Donc voilà, on est vraiment, on n'est pas dans cette même mentalité et je pense que Guy m'a apporté une réponse, c'est-à-dire que tant qu'on est dans servir le client, c'est être son esclave, on n'en sort pas, parce que personne n'aime être l'esclave de qui que ce soit. Oui, alors en fait, cette histoire de bonjour, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est ce que j'appelle le méchant bonjour. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tant qu'on dira pas bonjour, les gens répondent pas parce qu'ils partent du principe que le client doit d'abord le respect à la personne qui travaille dans l'entreprise. Et ben, effectivement, tant qu'on est dans ce créneau-là, on n'y arrivera pas. Alors, je te rassure, pour Bipost, hein, moi j'habite en Belgique, j'ai ma fenêtre de mon bureau qui donne juste sur l'entrée de mon immeuble. Et donc, à chaque fois qu'il y a le postier qui arrive, je le vois. Et en fait, quand il est pressé, il met simplement le papier dans la boîte à lettres et il part. Hein. Et sur le papier, c'est marqué « Je suis passé, mais il y avait personne ». Donc, ils font tous à peu près la même chose. Enfin, les mauvais services clients, il y en aura toujours. Et malheureusement, ça n'avancera pas s'il n'y a pas une volonté de la direction. Merci Guy. Aux États-Unis, quand même, pour terminer, aux États-Unis, l'employé qui envoie bouler un client, il est viré. En France, c'est pas possible de virer un employé parce que en France, c'est extraordinaire quand même quand on voit la différence entre la Belgique, les États-Unis et la France. Mon fils a une entreprise aux États-Unis. Quelqu'un qui bosse pas, il est viré, terminé. On lui donne un mois de salaire, terminé. En France, on prend quelqu'un au bout de 32 jours, il est dans l'entreprise, il faut plus rien, il faut payer 6 mois. Donc, tant qu'on sera aussi dans ce genre de système, c'est quand même plus compliqué. Et d'autre part, tu parlais des restaurants. Aux États-Unis, tu dois donner un tip. En France, c'est déjà donné. Donc, le serveur, il en a rien à foutre. Hein. Que tu sois bien servi ou mal servi, c'est pas son problème. Alors attendez, donc il y a Deep, je crois, qui voulait reprendre la parole. Je souhaite la bienvenue également à Frédéric et Corinne, à qui je vais donner la parole tout de suite. Bonsoir. Frédéric, oui, bonsoir. Bonsoir. Frédéric, on vous écoute. Oui, j'aurais même pas dû monter sur scène tellement j'ai mal à la gorge aujourd'hui, j'ai chopé une petite angine, mais je suis tellement enthousiasmé par le sujet, je tenais à vous en remercier, donc je vais pas parler très fort ni très longtemps. Mais merci. Alors je suis un peu schizophrène, moi j'ai vécu 10 ans aux US et aussi basé et vécu 10 ans en Europe, quoi, en fait, donc je suis parfois dans cette schizophrénie de comparer les deux cultures, hein, sur le plan de la relation commerciale. J'ai fondé un collectif qui s'appelle eForce, dans lequel on parle de performance commerciale. Donc forcément beaucoup de relations clients. Je voulais juste notamment vous passer une petite blagounette que je trouve très drôle de quelqu'un qui a diffusé un jour sur Facebook une petite affichette pour dire on nous apprend que Chronopost, l'entreprise qui était jusqu'ici spécialisée dans la distribution de notifications d'absence et de passage dans les boîtes aux lettres, avait décidé de se mettre à livrer des colis. Je trouvais ça hyper drôle. Ils étaient très bien croqués et très bien, ça résumait bien le ressenti des clients. Donc je vais pas ajouter à ce qu'a dit Guy, c'est tellement juste. On a un vrai problème systémique. Et l'autre raison pour laquelle je voulais prendre la parole, c'était pour dire que je viens d'interviewer le directeur d'une école qui s'appelle l'EMD à Marseille, que je connaissais pas. Et c'est vraiment pour le plaisir parce que le levier principal de cette école de management, c'est l'éthique, c'est la déontologie. Il dit lui-même que c'est l'énergie thermonucléaire de cette école. Bon, j'ose espérer que c'est vrai. Et on a ici un sujet hautement déontologique par excellence. À côté de ça, j'ai aussi interviewé des patrons en leur posant régulièrement la question, d'après vous, est-ce qu'on peut enseigner l'éthique? Alors, généralement, la réponse est indigente, c'est-à-dire oui, enfin on fait des chartes de comportement, des chartes éthiques justement qu'on diffuse dans l'entreprise, le reste c'est du bon sens et on me fait un petit chapitre hyper banal sur ce que l'on estime être l'éthique, donc d'un point de vue très subjectif quoi, hein, c'est-à-dire chacun en conscience. Or en fait quand on creuse ce sujet très existentiel hein, par excellence et puis tout simplement source d'efficience, c'est un sujet qui réclame une certaine expertise. Donc j'aurais tendance à dire, pour apporter de l'eau au moulin ce soir, que c'est un fantastique sujet de développement dans les écoles,
que d'amener aussi des dimensions anthropologiques, sociologiques, qui peuvent notamment, vous savez, sur des sujets plus fins en relation avec l'éthique et la relation client, qui sont parfois très dangereux, vous savez, s'intéresser à l'usage que l'on fait des découvertes récentes sur le fonctionnement du cerveau, les biais cognitifs, etc., etc. Je pense qu'il y a un avenir réellement et un discours structurant à tenir pour qu'on puisse, dans les écoles, nous enseigner ça. Je conclurai juste en vous disant, moi, j'ai fait la grande école HEC en passant par la prépa. J'ai adoré la prépa, en fait. Je fais partie des masochistes, mais bon, pas seulement. J'ai adoré la philo. J'ai souffert pendant toute ma scolarité à HEC de l'indigence du propos à cet égard, quoi. Vraiment, il y avait rien. Donc j'espère que ça a changé depuis. Voilà, ma modeste contribution, c'est de dire peut-être qu'il y a donc un problème d'éducation à creuser finement, et pas seulement avec donc les profs de management, mais des philosophes aussi. Voilà. Oui, oui, c'est très bien dit. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que la relation client, c'est la relation d'abord. Et tout à l'heure, on a parlé, c'est Deep qui a parlé de How to Influence People. Et ben, de ce livre, c'est d'abord la relation avec les gens. Et ça part de là. Effectivement, si on n'enseigne pas aux gens déjà à l'école cette relation, c'est plus compliqué. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et de plus en plus nombreux donc à cette room que nous organisons ce soir. Nous avons démarré à 18h30 avec Guy Burghardt qui est notre invité ce soir. C'est une room organisée par la FCP et lesspeakers.com. Alors, juste avant de donner la parole à Corinne et ensuite à Frédéric qui nous a rejoints, Guy, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de ton livre parce que il y a des secrets à l'intérieur, il y a surtout des conseils. En plus, c'est un livre que tu as écrit de manière assez particulière. Là encore, il y a une petite anecdote, un livre à ton image, probablement, un peu décalé, toujours. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis ensuite, je donne la parole à Corinne. Oui, alors, au départ de ce livre, on me dit, il faut absolument que tu écrives un livre, il faut absolument que tu fasses un livre et que tu racontes tout ça. Alors, j'ai commencé à me lancer dans le livre, j'ai commencé à écrire, à noircir des feuilles de papier. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, j'ai appris que, en fait, 70% des livres que les gens achètent ne sont pas terminés. Alors, je me suis dit, attends, ne te casse pas la tête. Et puis, d'autre part, je ne voulais pas faire un livre ni poétique, ni philosophique, mais un livre efficace. Un livre efficace, pour moi, ça voulait dire un livre facile à lire qui peut être mis entre toutes les mains, du PDG jusqu'au balayeur. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ce que tu vas faire, tu vas reprendre une centaine de tes idées et tu vas les écrire. Et tu vas faire 5-6 lignes, pas plus. Et j'ai fait un livre sur lequel j'ai donné 100 conseils avec des idées très claires, très simples, que n'importe qui peut comprendre. Et j'ai volontairement écrit peu de lignes pour que les gens, dans le livre, puissent écrire pour eux-mêmes en quoi ça pouvait correspondre dans leur travail de tous les jours et comment ils pouvaient améliorer telle ou telle chose. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans cet esprit. Voilà, ce livre s'appelle Le service client pour tous. Hein, si jamais voilà, il vous intéresse et dans lequel vous pouvez puiser bien évidemment tous les conseils de Guy. Corinne. Oui, bonsoir à tous, à toutes. Merci Virginie de m'avoir fait monter on stage. Et merci pour ce sujet qui est vraiment passionnant parce que alors je rejoins bien sûr ce que vient de dire Guy parce que mais je pense qu'aujourd'hui en France et effectivement en Belgique et ailleurs, c'est la relation client est vraiment largement perfectible. Moi, je suis coach de vente et j'ai développé une méthode assez innovante pour justement analyser la qualité du questionnement ouvert, l'écoute, la parole, l'intonation, le débit, donc tout ce qui est essentiel à la fois dans la relation commerciale, mais aussi la relation à l'autre. Et Guy, tu parlais tout à l'heure de relation, donc c'est avant tout ça, c'est avant tout aimer l'autre, aimer rendre service. Et Exactement. Moi, je peux vraiment en parler parce que j'ai fait une petite dizaine d'années dans le secteur du travail temporaire, un métier que j'ai adoré. Ça a été vraiment 10 ans de ma vie, mais formidable. Peut-être même un peu trop parce que j'ai souvenir qu'à l'époque, je décrochais mon téléphone en pleine nuit et je décrochais en disant à Dico bonjour et mon mari me regardait en me disant mais elle est folle celle-là, c'est pas possible.
mais passionnée par la relation, parce qu'en plus, dans le travail temporaire, c'est vraiment c'est une relation tripartite, un peu comme dans l'immobilier, où à la fois on sert une entreprise et un travailleur temporaire, donc un intérimaire, quelqu'un qui cherche un emploi. Donc il y a vraiment une dimension RH, une dimension humaine qui est très importante. Et moi, je me suis vraiment, vraiment, vraiment éclatée à vraiment servir mes clients. Et à l'époque, en 96, je faisais déjà de la formation, du coaching pour aller au-delà de la mise à disposition. Maintenant, je trouve qu'on a vraiment, sur certains points, on a régressé. Et comme tu disais tout à l'heure, très justement, aux États-Unis, ça paraît normal. En France, c'est impressionnant. Je l'ai encore vécu tout à l'heure parce que j'ai mon forfait mobile qui dépend de ma banque, et je fais un mail à mon conseiller que j'ai très très rarement, pour dire pas du tout, en lui demandant si justement le service téléphonie peut m'appeler. Il me répond par mail: écoutez, nous on fait jamais d'appel sortant, donc c'est à vous d'appeler, point barre. Bon, bien sûr, j'ai pas répondu parce que de toute façon j'ai pas le temps d'appeler, et je risque de je risque de partir en vrille, parce que c'est juste pas possible, quoi. Des réflexions comme ça, moi je peux pas comprendre. Même les coiffeurs, hein, tu parlais tout à l'heure de B2B, B2C, oui, c'est la même chose. C'est la même chose avec mon coiffeur que je connais depuis très longtemps. Mais combien de fois il me dit: mais Corinne, tu peux pas comprendre, toi, tu as fait des ventes complexes, tu vends pour des 100 000, 300 000, 1 million. Moi, c'est différent, c'est des petits clients, tu comprends, c'est des petites prestations. Mais je dis: mais comment tu peux parler comme ça, quoi? Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petites prestations, c'est un individu en tant que tel. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, on est tous clients, on est tous concernés par la relation client. Et comment peut-on dire ça? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc c'est un sujet qui m'amène. Je suis passionnée, et tous les jours, j'écoute, je regarde et je me dis: mais on a du travail pour des années là. C'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire, et enfin moi j'ai beaucoup, oui, je te rejoins sur pas mal de points. Et je pense que en plus, enfin c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est qu'on peut dans tout ça allier l'innovation et le marketing. C'est-à-dire que si on a bien compris, et quelque part, merci Covid entre guillemets, maintenant on peut allier le tout, c'est-à-dire le marketing, l'inbound marketing, le côté innovant, et vraiment, vraiment faire de l'excellence relationnelle et de l'excellence commerciale. C'est le moment ou jamais pour vraiment performer. Et moi, je le vois en ce moment, j'ai énormément de travail, parce qu'il faut accompagner ceux qui ne savaient pas vendre, enfin qui savaient faire, qui pensaient vendre mais qui faisaient du relationnel. Et puis maintenant, accompagner aussi les gens à vraiment faire du digital et sur les réseaux sociaux et autres. Donc là, il y a du boulot, il y a du taf, comme dirait l'autre, hein. Merci Corinne, et d'avoir aussi cette touche positive, parce que on peut déplorer en effet pas mal de cas. Je crois que si nous tous on pourrait tous monter on stage, je crois, pour témoigner de cas différents. Alors on a Frédéric, tu veux dire quelque chose, Guy, avant que je donne la parole à Frédéric? Alors en fait non, c'est moi qui prends la parole, c'est Philippe qui prend la parole sur ce coup-là. Évidemment, ce que dit Corinne est très intéressant, et en fait ça nous arrive avec Guy de faire des conférences en même temps. C'est-à-dire qu'on fait des conférences en duo pour une très bonne et très simple raison, c'est que le service client est une excellente source d'innovation. Donc on fait une conférence en duo, j'explique les mécanismes d'innovation, et j'explique justement comment le service client, et donc on a nos petites astuces avec Guy évidemment pour présenter ça, comment ça peut être extrêmement puissant justement pour aider les entreprises à innover et à prendre le dessus sur la compétition. Donc c'est évident que le service client ne peut pas être ignoré en termes d'innovation. Et je crois que Bill Gates a dit quelque chose sur le sujet dans mon souvenir, mon ami Guy. Bill Gates. Oui. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit quelque chose du style que les réclamations des clients, c'est l'idéal c'est la meilleure chose à savoir pour l'entreprise, parce qu'elle peut vous permettre de
faire progresser votre entreprise. Donc, si on n'a pas de réclamation client, on peut pas progresser. Donc, c'est un cadeau en fait qui est fait à l'entreprise. Alors, bienvenue à Sandra, Harmonie qui nous ont rejoints également. Et Frédéric, qui est déjà on stage depuis un petit moment, je lui laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Virginie, merci. Par rapport à l'ensemble de ce qui vient d'être échangé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité vous rejoindre et je vous en remercie. Je pense en tant que chef d'entreprise et d'entreprises qui sont investies notamment dans des domaines qu'on qualifie de B2C, c'est-à-dire en contact avec de très nombreux consommateurs et donc j'ai envie de dire la vraie réalité du commerce. Moi, je constate qu'en fait la problématique en France qui est extrêmement profonde, très importante, elle me semble multifactorielle. Alors, il y a la problématique de la culture que vous avez largement abordée, une vraie absence de culture de service pour tout un ensemble de raisons qui tiennent autant ce que Guy abordait indirectement au droit du travail que vraiment une culture qui est solidement ancrée dans une perception, je pense, qui est assez propre aux Français, même si je ne prétends pas qu'il n'y ait aucun pays dans le monde qui puisse avoir la même approche culturelle que celle que nous avons, mais en tout cas, on est très loin de la culture du service. Deuxième facteur, me semble-t-il toujours, c'est la formation dans les écoles. Alors, on a de nombreuses écoles de commerce, mais je dirais sans caricature, que dans la plupart de ces écoles de commerce, tous les étudiants qui y entrent ont l'ambition de faire tout sauf du commerce, ce qui est quand même pour le moins une lapalissade. Et quand bien même en tant que chef d'entreprise, on se dit bon, c'est pas dans les écoles de commerce que je trouverai des commerciaux, et qu'on essaye d'aller les chercher dans les BTS dits commerciaux, on s'aperçoit que là, il y a un vrai problème de formation, c'est-à-dire que toujours sans caricature, ils ne savent pas grand-chose du commerce et encore moins de ce qu'est un client. Donc on voit qu'il y a un vrai problème de formation, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher des commerciaux parce qu'on les trouve nulle part en France. Troisième facteur, me semble-t-il, c'est un problème d'organisation au sein des entreprises et de responsabilisation. Alors, on a pu voir la caricature de toutes les grandes entreprises. Personne n'est plus responsable de rien. C'est-à-dire qu'un client, quand on le perd, quelque part, est toujours sans caricature, tout le monde s'en fout. Guy citait tout à l'heure l'exemple de cette compagnie aérienne, mais aller dans un Darty, aller dans une Fnac et d'autres enseignes, il ne s'agit pas de caricaturer celles-là, elles sont pas pires que les autres. C'est très amusant parfois de voir comment les vendeurs se planquent dès qu'ils vous voient arriver, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression de jouer avec un poisson d'argent. Dès que vous avancez, il reprend 10 mètres de distance et on joue à ce petit jeu comme ça au travers des rayons. Et c'est parfois vraiment du domaine de la caricature. Il faudrait filmer parce que ça ferait beaucoup rire. Je l'ai fait. Ça sur YouTube. J'ai filmé, j'ai fait une vidéo sur YouTube justement de chez Darty et Boulanger. Ah, formidable Guy. Donc, caméra cachée. Voilà, bien, il fallait que ça soit fait et je suis heureux que ça ait été fait. Alors, donc on voit problème d'organisation, problème de responsabilisation. Qui est responsable de quoi? Quand il y a un problème et que le client est pas content, quand il y a un problème que le client veut réclamer, qui a été mal reçu, etc. De toute façon, il y a personne pour vous recevoir et là encore, tout le monde s'en fout. Donc, on voit que c'est vraiment des problèmes aussi de mappage des organisations et d'identification aux différents stades des processus d'une commercialisation, de qui est responsable de quoi. Enfin, dernier item, qui n'est pas le moindre, c'est un problème d'image. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, être commercial,
il y a comme ça des métiers qui souffrent. Hein. Coiffeur, c'est pareil. Vous en parliez tout à l'heure. Plus personne veut être coiffeur. Être commercial, c'est pareil. Vraiment commercial, non. On voit tous les jeunes qui sortent, et je parle pas que des grandes écoles de commerce qui sont effectivement très orientées gestion, mais même ils sortent d'un BTS commercial, et j'en ai eu dans mes entreprises. Ils veulent tout faire sauf du commerce. C'est pas là l'ambition. Alors c'est vrai qu'on s'interroge en se disant, alors pourquoi avez-vous fait un BTS commercial? Dernier point, et j'arrêterai là. Je pense que tous ces items, toutes ces conséquences amènent que on a peur du client. On ne sait pas ce que c'est. Combien j'ai de personnes dans mes entreprises qui ont une vraie trouille du client. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment le prendre. C'est entre un animal étrange, emmerdant, qui de toute façon ne peut vous poser que des problèmes. Donc il faut, et on en revient à l'histoire gaillesque de Darty et de la Fnac, donc la seule attitude raisonnable, c'est de tout faire pour l'éviter. Et là, évidemment, au niveau de l'entreprise, il y a un problème. Dernière petite remarque. Effectivement, Guy l'a dit, et c'est toujours ce que je dis à mes équipes, même un client qui vous fait une réclamation ultra hard, c'est un client qui vous donne une chance. Sinon, voilà ce qui se passe. Il vote avec ses pieds, il ne vous dit rien, et ça c'est le pire, et il quitte, et il nous abandonne. Ça c'est le client qui ne vous laisse aucune chance. Mais même un client extrêmement mécontent, ça veut dire qu'il vous laisse une vraie chance de dialogue, il vous laisse une vraie chance de le reconquérir. Et ce qui est terrible, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, je suis obligé encore d'évangéliser mes équipes pour essayer de transformer des gens qui ne sont pas des commerciaux en commerciaux. Et pour cela, le seul moyen que j'ai trouvé, entre guillemets, c'est de faire un peu comme le Christ, c'est d'essayer de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que je leur ai dit, bon, écoutez, voilà, on va faire simple. Comme vous passez votre temps à m'expliquer que c'est compliqué, etc., tous les clients qui sont pour vous les pires, vraiment ceux que vous considérez comme absolument ingérables, vous me les envoyez, c'est moi qui les traite. Eh bien, franchement, et c'est ce que je leur dis aussi, non, je ne suis pas un génie du commerce. Non, je ne suis pas un faiseur de miracles. J'écoute simplement la personne. Je suis une personne honnête et qui considère que celui en face de moi mérite le respect, mérite l'écoute, mérite la sincérité et mérite l'honnêteté. Point. Eh bien, rien qu'avec ça, 99,9% des cas sont non seulement résolus, mais encore plus forts. C'est que cette personne qui était un ennemi irréductible, extrêmement mécontent, très agressif, se transforme après en un évangélisateur en disant « ils sont formidables, j'ai eu un problème, et ben voilà, ça, etc. » Et finalement, il vous apporte d'autres clients. Voilà, et je dirais au travers de tout cela, je pense que ça montre bien la peinture de l'état, effectivement, c'est ce qui était conclu juste avant par Corinne, de l'incroyable chantier qu'on peut avoir à faire, parce que c'est vraiment comme un gant. J'ai presque envie de dire qu'il faut quasiment retourner la totalité du gant. Très belle image. Merci, merci Frédéric. Alors, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Nous avons encore d'autres personnes qui sont montées on stage. Je pense à Sandra et à Harmonie, et puis récemment encore à Leïla. Guy, un petit mot en réaction de ce que vient de dire Frédéric, ou on donne la parole à Sandra? Très rapidement, ce que dit Frédéric, c'est extrêmement intéressant. Il faut profiter. C'est un cadeau quand on a un client qui est mécontent, parce que c'est une occasion unique de le transformer en client, en ambassadeur de son entreprise. Et ça, quand on se rend compte au niveau du service client, toutes les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est juste une question de volonté. Quelquefois, on me dit « Ah oui, vous comprenez, c'est différent. » Mais non, t'es pas différent. Prenons l'exemple de Boucheron. Boucheron, vous achetez un bijou qui vaut 30, 40 000 euros.
Je connais quelqu'un qui a acheté une magnifique parure chez Boucheron. Elle a perdu deux brillants sur la parure. Boucheron a remis les brillants sans discuter. Et en plus, elle fait pas de la boxe, hein, elle fait que du point de croix. Donc, il y avait aucune raison qu'elle le perde. Donc, ils ont remis les brillants, ils n'ont pas discuté. Et un brillant, ça coûte beaucoup d'argent. C'est exactement le même problème quand vous allez dans un supermarché, vous achetez un produit qui n'est pas bon. Je sais pas, par exemple, vous achetez un poulet, il est pas bon. On dit, ah oui, mais on peut pas vous rembourser. Mais si, on peut vous rembourser. Ça coûte rien à l'entreprise. Et on peut, à ce moment-là, profiter de cette occasion pour transformer ce client en ambassadeur qui va vanter l'entreprise partout. Et je raconte toujours dans mes conférences cet exemple d'un monsieur qui voulait me casser la figure parce qu'il avait acheté un produit qui était absolument infect. Il m'a mis sous le nez un morceau de fromage qui était tout pourri. Il m'a insulté devant tout le monde. Le magasin était plein à craquer. Il m'a dit, on est 10 au camping. T'es un voyou. Il voulait me tuer. Et en fait, sa femme est arrivée derrière pour lui dire, attends chérie, on s'est trompé. On a tout acheté ici sauf le fromage. Et donc le bonhomme, il savait plus où se mettre. Il était super gêné. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de dire, ben vous devez me faire des excuses, je lui ai offert un bout de fromage, une bouteille de vin, et puis il est revenu tous les jours. Et du coup, le camping est revenu aussi. Tout le camping est venu chez moi parce que j'avais été sympa avec un bonhomme. Donc les plus petites actions comptent. Belle illustration, Guy, et merci de partager avec nous des morceaux de ta conférence et des anecdotes que tu peux partager. Sandra? Oui. C'est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Alors, j'avoue que lorsque j'ai vu le titre de la room, relation client, et non pas service client, vraiment relation client, jusqu'où peut-elle aller? J'ai pensé en premier à l'humour. Parce que c'est ce qui te caractérise, Guy, et c'est quelque chose sur quoi on se rejoint tous les deux, parce que moi, ma devise, c'est le savoir-faire d'un travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et je pensais sincèrement qu'on allait parler d'humour, parce que c'est au cœur pour moi de la relation client. Et je vais illustrer un petit peu ce propos, parce que avant de faire de la conférence et avant que mes clients soient ceux pour qui j'ai travaillé, c'est-à-dire notamment, moi j'étais dans le BTP, dans la promotion immobilière, et en fait, et pas des moindres, j'étais chez le numéro 1 national en tant que directrice de montage d'opérations, et mes clients c'était des acheteurs d'appartements, des acheteurs de maisons, et c'est vrai qu'avec l'humour, on arrivait quand même parfois à retomber un peu sur nos pattes, même si les appartements il y avait des fois, voilà, des petites réceptions un peu difficiles. Et quand je me suis retrouvée en tant que conférencière, mes clients étaient, que ça soit des entreprises de BTP ou d'autres secteurs, je me suis retrouvée de nouveau face à une relation client. Et moi, j'utilise l'humour. Alors, je voulais savoir, Guy, ce que tu en pensais, et surtout si tu avais des anecdotes à nous partager où l'humour a bien sauvé des contrats ou des relations qui t'ont permis de conserver justement ta relation ou conserver un bon service client. Voilà. Alors, en fait, l'humour chez moi, c'est un peu la folie, quoi. C'est-à-dire que quand je me mets à disjoncter, je fais des trucs un peu bizarres, et c'est ce que j'ai fait dans mes entreprises. Par exemple, quand j'ai eu des concurrents qui devenaient qui étaient assez agressifs, j'avais fait des trucs qui me coûtaient pas cher. J'avais mis par exemple une banderole sur laquelle était écrite lisez la Bible. Alors, on s'est dit ce type est complètement fou. La police est arrivée. Des banderoles je précise, de 20 mètres de long sur 2 mètres de haut quand même. Parce que c'était l'année de la Bible, j'étais près de Lourdes, donc Lourdes, et je savais que la majorité des gens, la grande majorité des gens, c'était des catholiques, ils allaient tous à l'église. Donc quand j'ai mis ça, évidemment, les quelques clients qui venaient pas chez moi, ils venaient chez moi, les gens, ça faisait parler de moi. Donc moi je me marrais comme un bossu parce que les gens comprenaient pas pourquoi j'avais mis cette banderole, parce que c'était le curé du coin qui m'avait dit, dis donc Guy, est-ce que tu pourrais pas mettre parler de la Bible. Alors ça pourrait être des trucs comme ça, ou alors j'avais fait du théâtre et il y avait une troupe de théâtre dans ma ville, et un jour ils me disent écoute, on est un petit peu embêtés, il nous manque un personnage
il fait 3 trucs, 5 minutes, etc. Est-ce que tu pourrais venir nous aider? J'ai dit oui, mais pour venir remplir le théâtre, j'ai une idée. Venez chez moi au moment où il y a le plus de monde, le samedi après-midi, et venez m'attaquer. Donc à 4-5 heures de l'après-midi, on a entendu des hurlements dans le supermarché. Sont arrivés dans le supermarché des mousquetaires avec je sais plus comment s'appelle la jeune fille du bossu. Et donc ils sont arrivés en habit d'époque avec des épées et ils ont monté l'escalier jusqu'à mon bureau. Il y avait une passerelle qui passait au-dessus des caisses, donc tout le monde voyait ce qui se passait. On entendait des hurlements et j'étais attaqué par les mousquetaires ou je sais plus les mousquetaires du roi. Et ça mettait une telle pagaille, ce qui fait que en fait en faisant ce genre de choses, tous les gens parlaient de moi. Alors oui, ce sont des trucs qu'on peut faire quand on est patron, quand on est à son compte. Moi, j'étais à mon compte. J'avais mis dans un magasin, j'avais mis une machine qui faisait des pop-corn. Ça sautait de tous les côtés. Et je me suis dit, bah, ça va faire venir les enfants, parce que si les enfants viennent, il y a les mères de famille qui vont venir. Si les mères de famille viennent, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Et donc, j'avais mis une télévision, j'avais mis une piscine à boules, des pop-corn, j'offrais des cadeaux à tout le monde. Et c'était tout le temps. Et puis, j'avais même imaginé un jeu où quand les gens passaient en caisse, ils grattaient un ticket, si c'était marqué gagné, ils payaient pas. Et mon concurrent a fini par faire faillite. Et j'ai rencontré le patron quelques années plus tard, et je lui ai dit, il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi vous me vendez votre magasin, pourquoi vous avez arrêté? Et il me dit, vous nous avez mis une telle raclée qu'on a tellement perdu d'argent qu'on a fini par arrêter. Et moi, je le faisais pour m'amuser, en fait. Je trouvais ça rigolo de voir que les gens étaient heureux, transformer un supermarché en un petit Disney. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper puissant. Donc, quand on est sympa, quand on est gentil avec les clients, ça marche toujours. Et quelquefois, les gens me disent, mais attendez, est-ce que vous racontez pas un peu n'importe quoi? Vous n'êtes pas un peu mytho? Parce que comment est-ce qu'on fait pour être journaliste et puis après travailler dans la grande distribution, faire du théâtre? Et je dis non, c'est les hasards de la vie. C'est de la relation. Comment je suis devenu journaliste? Écoutez bien, comment je suis devenu journaliste pour ceux qui font des grandes écoles, ça peut leur être vachement utile. Ah, je vais vous dire un truc, c'était tout bête. J'étais au chômage, j'étais aux Seychelles, j'étais maître nageur aux Seychelles, mais j'étais au chômage, d'accord? Et là-dessus, il y a 2 femmes qui viennent me voir, Andrea Bureau, je peux vous les citer si vous voulez vérifier les sources. C'était la rédactrice en chef de Salut les copains, et elle était avec sa copine, je savais pas qui c'était, elle me dit on a un peu peur d'aller se baigner, est-ce que tu pourrais nous accompagner? J'ai dit oui, bien sûr, ça c'est la relation, c'est donner, c'est être sympa, c'est être gentil. J'ai dit oui, bien sûr. Et je les ai fait nager pendant 1h30 dans la batifolée à côté des requins dormeurs qui étaient pas méchants du tout. Et le soir, elles m'ont invité à dîner, elles m'ont dit est-ce que ça te plairait d'être journaliste? J'avais jamais fait d'école de journaliste de ma vie. Je connaissais rien aux vedettes. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain journaliste à Salut les copains, Hockey Magazine, et j'ai même travaillé pour Paris Match, pour lequel j'ai été photographe. Et c'est ça. Et les opportunités que vous avez dans votre vie, moi, ma grande vie professionnelle, elle est quand même derrière moi. Les gens ne sont pas généreux, ils veulent pas donner, ils ont peur, et ça c'est aussi bien pour le remboursement quand on a un problème avec un client, on veut pas donner, on veut pas perdre 10 francs, 6 sous, parce que on se dit oh là là, ça va me coûter de l'argent, mais ça va te coûter de l'argent, tu vas perdre ton client. Moi je retournerai plus jamais dans ce garage pour acheter une voiture. Alors, les gens sont radins, ils sont radins dans l'esprit, et c'est ça qui est important, c'est d'être généreux, c'est d'être sympa, de rendre des services parce que vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Et j'en veux pour preuve ce monsieur que je connais, que je ne citerai pas, qui est un milliardaire français qui habite ici. Et ce monsieur, il passe 8 jours par an à Lourdes pour aller pousser les malades. Il est habillé, quand vous le verrez, vous lui donneriez presque la pièce parce qu'il est habillé comme un as de pique, c'est un milliardaire. Mais vous ne savez jamais qui vous avez en face. Donc de toute façon, même si c'est pas dans un but d'intérêt pour personnel, c'est toujours bon d'aider les autres, vous aurez toujours des retours extraordinaires.
Alors, il ne nous reste plus qu'à peine une dizaine de minutes et on nous rejoint toujours et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette room organisée par les speakers et la FCP. Donc, c'est Guy Burghardt qui nous parle de relations clients. Alors, avant de donner la parole aux dernières personnes qui nous ont rejoints, Guy, effectivement, et Sandra, je te remercie. Tu as soulevé cette question. Notre sujet, c'est la relation client. Jusqu'où peut-elle aller? Ça pose la question des limites. Alors, Guy, pour toi, elles sont où les limites dans la relation client? C'est très simple, vous allez comprendre. Imaginez, comme j'étais dans les supermarchés pendant quelques années, je vais prendre un exemple de supermarché. Imaginez que vous avez acheté un poulet. J'aime bien l'exemple du poulet. Vous allez acheter un poulet dans un supermarché parce que le soir, vous avez un dîner avec des amis. Et vous avez prévu d'inviter un couple d'amis chez vous. En plus, il y a plus de déconfinement, c'est super, c'est sympa. Et vous prévoyez de dîner à la maison, il fait beau, vous allez inviter vos amis. Et madame ou monsieur va aller dans la cuisine et va préparer le poulet, il va couper les légumes, il va mettre les légumes, il va tout préparer, il va tout mettre au four, ça sent bon, ça a l'air super. Et on fait cuire le poulet. Et au moment où on va passer à table, on s'aperçoit que le poulet sent. Il est faisandé, il est pas bon. Mais on l'a pas vu. Et donc, total, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a juste un petit peu de saucisson pour le dîner, et qu'il y avait ce poulet qu'on peut pas manger, ces légumes qu'on a dû foutre à la poubelle parce qu'ils puent aussi, et on a eu une soirée pourrie. La question que je vous pose, vous, qui avez acheté un poulet, à quoi avez-vous droit? Vous allez retourner au magasin, vous allez dire, oh, j'ai acheté un poulet, il était pas bon. Et là, qu'est-ce qu'on va vous répondre dans cette entreprise? On va vous dire, madame, est-ce que vous avez le ticket de caisse? Non, je l'ai pas, je l'ai acheté. Ah, ben, qu'est-ce qui prouve que vous l'avez acheté chez nous? Mais vous allez devenir complètement dingue. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le supermarché, l'entreprise devrait vous rembourser? L'entreprise devrait vous rembourser le poulet. L'entreprise devrait vous rembourser les légumes. Elle devrait vous rembourser le travail que vous avez fait. Elle devrait vous rembourser la soirée ratée. Elle devrait vous rembourser le fait que vous avez pris votre voiture pour venir repartir. Tout ça, ça devrait vous être payé. Alors quand les entreprises n'ont pas le courage, l'intelligence de rembourser le moindre article sans discuter, mais ils sont cons comme des valises. Alors moi, il y avait des gens qui me disaient, Burkhard, il est fou. Pourquoi? Parce que quand un client venait chez moi et qu'un client disait, je suis pas content ou je veux changer un article, je disais à tous mes directeurs, j'ai dit, vous discutez pas, et au chef caissière, vous discutez pas, vous remboursez ou bien vous changez comme vous voulez. Et les gens me disent, mais monsieur, vous allez perdre de l'argent. Cherchez pas à comprendre. Et ça m'est même arrivé un jour où j'avais une dame qui est venue tôt sur moi, elle est arrivée, c'était très drôle. Elle m'a dit, j'ai acheté un poulet, il est pas bon. Le poulet, c'était marqué Leclerc dessus. C'était pas à moi. C'était un poulet qui venait de chez le concurrent. Elle m'a dit, il est pas bon. J'ai dit, pas de problème. Je lui ai donné un poulet fermier qui était encore meilleur. Elle est rentrée chez elle et j'ai su par la suite que cette dame racontait à tous ses amis, mais ce gars, il est complètement stupide. J'ai acheté un poulet chez le concurrent et il m'a donné un poulet qui était fermier alors que j'avais pris un poulet Pâques qui m'avait coûté rien du tout. Et elle racontait ça à tous ses amis. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Mais tous ses amis disaient, mais il est génial ce type. Ce magasin, on peut vraiment compter dessus. Et du coup, j'ai récupéré tous les clients de mes concurrents. Et ça m'a coûté quoi? Un poulet, alors qu'on dépense des millions en communication, en publicité et compagnie. Et c'est avec des actions comme ça, quand j'allais rembourser même les produits concurrents, c'est avec ce genre d'actions que je pouvais faire qui me permettait de récupérer tous les clients, donner satisfaction à ces clients 100%. Et si on se trompe, c'est pas grave. Alors, on va poursuivre parce que le temps tourne effectivement et on a encore, et je leur souhaite la bienvenue, Harmonie, Laïla et Assib qui nous ont rejoints. Harmonie, je vois que vous avez acquiescé à de nombreuses reprises à ce que disait Guy. Alors, on vous écoute. Bonsoir. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Frédéric parce que je reconnais beaucoup mon travail dedans et l'intervention de Sandra par rapport à l'humour. Moi, aujourd'hui, je travaille dans les métiers du luxe. Donc, je travaille à la vente pour une entreprise de haute couture et de prêt-à-porter. Et pour rebondir déjà sur Sandra par rapport à l'humour, oui, ça marche. Et en fait, je pense qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne qu'on a en face de soi, que ce soit du service ou de la relation client.
Je donne un exemple. Donc, je travaille pour une entreprise qui est assez connue dans le luxe. Et quand je décroche le téléphone, je dis mon prénom et le nom de l'entreprise. Sauf que mon prénom peut mal s'entendre. Et quand moi je travaille pour Margiela et quand je décroche le téléphone et que je dis Harmonie Margiela, Galerie Lafayette, bonjour, et qu'on me répond ah mais c'est Armani, et ben là le secret c'est de répondre non c'est Margiela, mais vous savez il y a de très belles choses chez Armani, vous pouvez y aller. Le fait est que cette personne, à chaque fois que j'ai eu ce cas-là, la personne est bien allée chez Armani, mais au final elle est revenue ici. Donc déjà juste l'humour et être bienveillant et pas casser du sucre sur le dos des autres ne changera rien. Parce que si à chaque fois je répondais non c'est pas Armani, c'est Margiela, gna, bah je passe pour une personne très désagréable, alors qu'en fait bon c'est juste une déformation de mon prénom, c'est pas grave. Quant à ce que disait Frédéric par rapport au fait que les vendeurs se planquent, merci, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans mon milieu. Moi j'ai fait des études dans les métiers du livre et de l'édition, et quand on est libraire, on n'a pas le choix que de s'occuper des clients. Parce que, mis à part les personnes qui viennent acheter des prescriptions scolaires, les gens ont besoin de conseils. S'il n'y a pas de libraire, il n'y a pas de vente. Donc déjà ça. Et suite à mes 4 ans d'expérience dans la librairie, je suis partie dans une entreprise de cosmétiques qui fait de la vente de cosmétiques, qui avait été, dont le service client avait été élu 3 années de suite meilleur service client du monde. Et cette entreprise ne fait pas de publicité. La seule publicité, c'est le bouche à oreille et c'est les clients. Donc il est hors de question de laisser passer un client quel qu'il soit. Et pour ça, et c'est Frédéric qui en parlait très bien, la formation et savoir que quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, c'est un potentiel client. Même si cette personne n'achète rien le jour même, elle s'en souviendra. Elle se souviendra de moi. Elle se souviendra de la jeune fille aux cheveux roses qui lui a conseillé telle chose, qui lui a fait un échantillon même si elle a rien acheté et qui est repartie. Et dans cette entreprise, on avait ce qu'on appelle le candy shopper, ou dans les entreprises plus classiques, le client mystère. Et on n'avait pas le choix que de s'occuper des clients, parce que pour certains, il y avait toujours cette pression du client mystère, et pour d'autres, c'était juste valoriser ses compétences. Quand j'ai fini par partir de cette entreprise, je me suis retrouvée dans une des entreprises du groupe pour lequel je travaille aujourd'hui, qui est une entreprise de prêt-à-porter premium, et par la suite, dans mon entreprise actuelle, dans le luxe. Qu'on travaille dans le luxe ou qu'on travaille à Auchan, ou comme le disait Guy, être bienveillant et être humain. En fait, je pense que c'est une des notions les plus importantes qui peuvent apporter plus qu'un service client, c'est nos relations clients. Parce que même si vous ne vendez rien, cette personne, elle peut se souvenir que même si vous n'avez rien acheté, vous vous en êtes occupé comme si c'était la reine de Saba. Quand vous venez dans ma boutique, même si vous n'achetez rien, je vais m'occuper de vous comme si vous aviez 10 millions sur compte en banque et que vous alliez m'acheter 3 paires de chaussures. Le but, c'est juste d'être une personne ouverte, bienveillante et qui sera toujours là, même si vous n'achetez rien. Parce que ces potentiels clients reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'où la relation client peut aller, eh ben, très loin, tant que il y a une relation de confiance qui s'est installée quand tu as un service client d'abord et après quand tu as une relation client. Et il faut pas négliger le fait que ce n'est pas parce que ce n'est pas avec vous que ça marche, que ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Et Frédéric le disait, quand il a des clients avec qui ses équipiers, ses associés, ça ne matchait pas, il les renvoyait vers lui et c'était toujours réglé. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas de feeling, parce que moi, je ne peux pas m'occuper d'un client, que je ne peux pas déléguer, que je ne peux pas dire à mon collègue, je pense que ça sera mieux avec toi. Et ça marche très bien comme ça, à tel point que j'avais une cliente qui résidait en France toute l'année, qui est partie vivre à Tokyo. Il y a des boutiques de la marque pour laquelle je travaille à Tokyo, elle n'y va pas. Elle est prête à payer les frais de port pour que moi, je la renseigne en vidéo et que les produits soient envoyés depuis la France au Japon. Je pense que la relation client, elle doit être ouverte, bienveillante et pleine de confiance. Et comme le disait Guy, si quelqu'un revient et qu'il est mécontent, quelle qu'en soit la raison, déjà il faut comprendre, il faut se mettre à la place de la personne, qu'elle ait acheté un poulet à 5 € ou j'en sais rien, un costume qui en coûte 1200.
Et juste en faisant preuve d'humanité, de compétence, de bienveillance, il y a toujours une solution. Parce que que le client ne veut pas entendre, c'est « je ne peux pas ». C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Alors, ces valeurs humaines, effectivement, Guy, je crois qu'elles te rejoignent. Alors, ce que je propose, Guy, si tu es d'accord, on va écouter Laïla et tu pourras répondre à toutes les deux en même temps. Parce qu'effectivement, le temps tourne, on a quelques contraintes techniques, puisque je vous rappelle que, voilà, on est en direct également sur Zoom, sur une plateforme qui enregistre avec un délai de durée. Laïla, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour ce sujet qui est super passionnant parce que moi je suis une passionnée de la vente et j'adore. Alors je vais parler de la relation client. D'abord, je voudrais parler d'une chose qui j'entends souvent, il faut aimer le client. Alors moi, je suis complètement contre cette idée d'aimer le client parce que quand on aime son mec, on aime ses enfants, on aime voilà, il y a une espèce de proximité affective et moi dans la relation client, c'est l'écoute, l'observation, c'est du respect, c'est de la sincérité. Moi, par exemple, je dirigeais des équipes quand elles avaient des collections, parfois elles me disaient ah bah j'aime pas. Je lui dis mais c'est pas toi qui va acheter. Elle me dit non. Je dis donc le produit tu n'as pas besoin de l'aimer pour le vendre. Non. Voilà. Donc cette relation en fait d'aimer le client, je pense qu'aujourd'hui moi à mon avis, après 38 ans de carrière dans le commerce, je pense qu'il faut la bannir. En fait, parce que on n'aime pas un client. Parce que pourquoi cette relation, elle devient ambiguë lorsque l'affect rentre dans cette relation-là. Et pour moi, la relation client est vraiment essentielle pour le développement de l'entreprise et surtout pour sa pérennité. C'est à travers cette relation client qu'on fidélise le client. Et en fait, je voulais simplement parler justement de ce rapport qu'on a aujourd'hui avec le client et surtout pour ce lien émotionnel qu'on peut créer avec le client. Aujourd'hui, et effectivement Frédéric l'a bien dit, on a des formations qui sont, on a occulté les formations, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, dans le B2C et surtout dans le retail, le marketing a pensé qu'il pouvait remplacer le terrain. Et donc, on n'achète pas avec des images. Un client, il y a Chanel, oui, vous allez acheter un Chanel parce que vous aimez Chanel. Mais dans le haut de gamme, par exemple, quand un client vient, c'est pas parce qu'il l'a vu sur une photo qu'il va venir vous l'acheter. Et les marketeurs ont complètement oublié cette notion de relation humaine avec le client. Et ça, c'est pour ça qu'il y a une pénurie également dans le retail et dans le B2C parce que justement, on a confondu les choses. Et au contraire, au lieu d'associer les marketeurs avec les vendeurs de terrain, les vendeurs sont devenus des faire-valoir et donc occultant totalement que le client, et alors que l'essentiel dans une relation client, c'est quand même le client, parce que le produit est réellement secondaire dans le sens où lorsque un lien s'installe entre deux personnes, généralement dans le B2C, si un client revient, parfois il se rappelle même plus de ce qu'il a acheté, mais par contre, il se rappelle de la posture de confiance de la posture d'écoute, du lien qui s'est créé entre lui et le vendeur. Et c'est ça qui est essentiel. Cette vente émotionnelle est importante. Voilà, j'ai été rapide, j'espère. Voilà. Merci beaucoup Laïla. Alors, je suis désolée, on parle de relations clients, mais moi, je risque de frustrer parce que on a une contrainte technique qui fait que nous allons devoir arrêter. Alors, je crois surtout que ça va être une invitation à une prochaine room probablement pour reprendre ce sujet. Asib, je suis vraiment navrée parce qu'en fait, on va devoir couper. J'ai essayé de négocier, mais ça marche pas. Voilà, parce que la technique est plus forte que nous. Mais pour autant, voilà, on vous promet qu'on reprendra ce sujet, bien évidemment. Guy, je voudrais te laisser le mot de la fin pour qu'on puisse clore. Alors, si tu avais un message à transmettre, on a une petite idée, ça résumera probablement beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. Et merci à tous pour vos contributions, vos partages, vos expériences. Alors Guy, ce serait quoi ton message? Mon message, si ça marche le son, mon message, c'est très simple, c'est traite ton client comme si c'était ton meilleur ami, fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi et ne lui fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et puis, si tu sais pas comment faire, tu me contactes, je te donnerai une conférence.
Merci beaucoup Guy. Alors je voulais citer, reprendre une citation que l'on trouve sur ton site pour clore. Je ne sais pas si elle va plaire à Laïla pour le coup, puisqu'il s'agit de vos clients ne vous aimeront jamais avant que vous ne les aimiez. Voilà, donc on aurait de quoi débattre, je crois, avec Laïla pour le sujet. En tout cas, merci à tous de votre Merci en tout cas. Et on vous invite véritablement à reprendre prochainement ce sujet, puisque nous avons une programmation quotidienne à 18h30. Et Guy Burgard, je vous assure, vous allez le revoir et l'écouter à nouveau. Merci beaucoup et très belle soirée. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.